Je suis Fred et une fois de plus, c'est moi qui ai l'immense honneur d'être votre animateur pour ce top ludique. Aujourd'hui, nous allons parler de jeux abstraits, ce qui élimine T'as le choix entre de Joe Roberge. J'ai dit abstrait, pas absurde. Jeu abstrait. Premièrement, je crois qu'il faut démystifier. C'est un jeu qui va reposer sur l'intelligence du joueur. Donc, on va éliminer tout l'aspect chance de la chose. Les échecs est un excellent exemple de jeu abstrait et ça repose sur la stratégie et l'intelligence des joueurs. Pour commencer cet épisode, j'y vais avec le jeu Quarto. Vous allez tout de suite comprendre c'est quoi l'abstrait là-dedans. Voyons ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Nous allons retrouver une planche de jeu et différentes pièces que l'on voit ici. Des pâles, des foncées, des petites, des grandes, des carrés, des rondes, avec un trou sur le dessus ou pas de trou. Bref, il y a 8 attributs différents et c'est avec ces attributs qu'on va jouer. C'est assez abstrait, on voit aucune thématique qui colle à ça, il n'y aura pas de hasard, on voit l'ensemble du jeu sur la table. Voyons donc comment est-ce qu'on peut y jouer. Dans Quarto, le but du jeu, c'est de réussir à faire soit une ligne ou un carré avec une pièce du même attribut. Par exemple, je pourrais ici gagner parce que j'ai une ligne et que c'est toutes des carrés. Je pourrais également gagner parce que c'est une ligne avec toutes des pâles. Je pourrais aussi gagner parce que j'ai ici un carré avec toutes des pièces hautes. La particularité dans Quarto, je ne pourrai pas choisir la pièce que je vais venir mettre en jeu. Dans Quarto, c'est mon adversaire qui va choisir la pièce que je vais devoir mettre en jeu. Supposons que c'est à mon tour, mais mon adversaire sait qu'il ne peut pas me donner de pièces qui sont grandes, ça va me permettre de venir faire un carré ici. Il ne peut pas non plus venir me donner de pièces qui sont pâles, parce que ça va me permettre de venir gagner sur la ligne ici. Donc, parmi les petites pièces foncées qui restent, il va venir en choisir une qui va me donner. Moi, je vais la mettre à l'endroit où je veux sur le plateau. Et du même coup, supposons que je la mets ici, mais là, je sais qu'en plus, je ne pourrai plus te donner de pièces carrées, parce que j'ai 3 carrés ici qui formeraient une ligne si je lui donne. Fait que là, plus de grande, plus de pâle, plus de carré. OK, parfait. Qu'est-ce qu'il me reste? Ah, il me reste un petit rond foncé ici. Parfait. Jusqu'à ce qu'un joueur fasse la gaffe de donner à son adversaire la pièce qui va lui permettre de faire la ligne ou le carré avec un attribut en commun. Quarto est donc un jeu qui va un petit peu faire penser à Connect Four, c'est-à-dire le jeu qu'on met des pinouches puis qu'on essaye de faire une ligne de 4, mais vraiment plus stratégique. Ce que j'adore de ce jeu-là, c'est que ça prend 22 secondes à expliquer, mais la courbe d'apprentissage est quand même assez difficile, puisqu'au début, on va constamment faire des erreurs d'inattention de « Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à cet attribut-là ou à celui-là. Ah! » Fait que les premières parties vont être plutôt rapides parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va faire une erreur. Au fur et à mesure que les joueurs vont être un peu plus à l'aise avec les mécaniques et puis vont approfondir les stratégies, c'est là que ça devient intéressant parce que ça va être des parties beaucoup plus serrées et puis on va vraiment là, voir qu'il n'y aura plus d'erreurs techniques qui vont se faire et ça va vraiment être d'essayer de peinturer le joueur dans le coin en lui tendant des pièges. Mais ça, évidemment, c'est dans un autre épisode que je vais vous expliquer cette stratégie. Quarto est un jeu de 2 joueurs âgés de 8 ans et plus, d'une durée d'environ 15 minutes. En résumé, le jeu le plus simple à expliquer, mais quand même assez difficile à maîtriser. Vous allez voir, les gens qui vont y jouer vont vouloir rejouer encore et encore pour essayer de maîtriser la petite bête. À noter qu'il existe divers formats de Quarto. Ici, j'ai la version régulière, on a une version mini, une version deluxe et la version géante où la pièce est quasiment aussi grosse que cette boîte-ci. Vraiment impressionnant. Si jamais vous me voyez dans une animation externe, il y a des bonnes chances que je l'amène avec moi puisque Quarto est un des jeux que j'adore expliquer aux gens. Et c'est pour ça que je lui donne la note de 9 sur 10, parce que pour les jeux abstraits, ça fait partie de mes coups de cœur. Passons maintenant au deuxième jeu de ce top ludique de jeux abstraits et j'ai nommé le jeu Chromino. Dans Chromino, regardons tout de suite ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Bien sûr, le livret, mais surtout un sac rempli de ces magnifiques Chromino multicolores avec lesquels nous allons nous amuser à jouer. Alors une fois que vous avez vu tous ces magnifiques Chromino, malheureusement, la première chose à faire, c'est de toutes les remettre dans leur sac parce que c'est là que ça allait malgré tout. La magie du montage ayant été faite, nos Chromino sont dans le sac.
je me suis gardé le Chromino Caméléon. Première chose à faire, on va vouloir se piger 8 Chrominos chacun qu'on va garder secret. Je vous les montre puisqu'il n'y a pas de secret entre nous. Mes adversaires, eux, ne pourraient pas voir les 8 Chrominos que je viens de piger à la perfection, ma foi. J'en ai pas pris 9, ni 10, ni 7, mais 8. Alors, mes 8 Chrominos plus le Chromino Caméléon qu'on appelle, je suis prêt à jouer. Comment fonctionne Chromino? C'est très simple. On va avoir un espace commun dans lequel on va venir mettre ces fameuses pièces avec comme seule règle que lorsqu'on place un Chromino, il doit tout le temps y avoir 2 points de contact de la même couleur par rapport à l'endroit où on le place. Dans le cas présent, je pourrais venir prendre mon Chromino ici et venir le placer de cette façon-là puisque le mauve et le bleu se touchent. Par contre, j'aurais pas pu venir placer celui-ci en disant, ben ouais, regarde, le mauve et le bleu se touchent, mais malheureusement ici, on a le vert et le bleu, non pas d'affaire un à côté de l'autre et je pourrais pas non plus venir le placer dans l'autre sens. Fait que c'est vraiment celui-ci que je pourrais venir placer ou mon fameux caméléon qui lui représente n'importe quoi. Donc je pourrais venir le mettre ici en disant, ben regardez, le bleu, il touche à mon caméléon, le caméléon, c'est toutes les couleurs, donc je suis correct. Mon adversaire, évidemment, va venir jouer sur la même plaque que moi. À tout moment, si je ne suis plus capable de placer de pièces, je vais devoir venir piger dans notre sac un Chromino supplémentaire. Ce Chromino, si je suis capable de le jouer immédiatement au moment où je l'ai pigé, je vais pouvoir le faire. À ce moment-là, je ne m'en suis pas accumulé davantage. C'est une bonne nouvelle puisque la partie va se terminer lorsqu'un des joueurs va réussir à avoir placé tous ses Chrominos. Si jamais un joueur, il ne lui reste qu'un seul Chromino, il va devoir venir le mettre face visible de façon à ce que ses adversaires voient quel est le dernier Chromino et que les adversaires essaient le plus possible de bloquer la personne qui s'apprête à terminer. Autre point important, on ne peut pas terminer avec un Chromino Caméléon. Donc, si c'est la seule pièce qui resterait dans mes mains, au moment de la dévoiler, je serais forcé de venir l'échanger dans le sac contre un autre Chromino régulier. Si jamais je réussis à venir placer celui-ci, la victoire est mienne. Chromino est un jeu de 1 à 8 joueurs âgés de 6 ans et plus d'une durée d'environ 30 minutes. Chromino, comme vous le voyez, un jeu fortement inspiré du jeu de domino, vous comprenez que c'est un jeu qui est conçu pour le grand public. De mon côté, Chromino, c'est un jeu que je vais trouver un petit peu trop simple pour mes préférences personnelles, mais je sais que c'est un jeu que je vais sortir souvent dans les pubs puisque justement, les gens aiment ça, on se casse pas la tête, on joue, c'est plaisant, ça peut provoquer des fous rires aussi, on va essayer, lorsqu'on connaît la dernière pièce de quelqu'un, de le bloquer absolument. Un jeu simple et efficace, comme qu'on le dit. Un bon exemple de jeu abstrait. Pour ces raisons, je donne à Chromino la note de 6 sur 10. C'est pas mon genre particulièrement, mais c'est un excellent jeu pour la plupart des gens. Et ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut jouer au domino comme dans notre jeune temps avec le jeu de Chromino. Nous voici rendus au 3e jeu de ce top ludique des jeux abstraits. J'ai nommé l'excellent jeu Turo. Regardons ce qui se trouve à l'intérieur de sa boîte. Une feuille inutile. J'imagine que c'est pour mettre dans l'ambiance, mais je la comprends pas. Le plateau. Plateau qui, comme vous voyez, a du vécu parce qu'il sort très souvent. Plus de vécu que je croyais. Des tuiles qui vont représenter les divers chemins qu'on va créer en cours de partie. Et des pierres qui vont représenter nos personnages qui vont devoir rester le plus longtemps possible en jeu. Vous allez voir dans quelques instants. Une chose qui est le fun à propos de Turo, ça joue jusqu'à 8 joueurs. 2, 4, 6, 8, c'est bien ça. C'est quand même assez rare les jeux un petit peu stratégiques dans lesquels on va pouvoir le passer le 4-5 joueurs. Alors en début de partie, on va devoir venir piger 3 tuiles. Les tuiles, en réalité, ça va être des chemins qu'on va avoir qui vont nous permettre de venir avancer nos pierres. Alors des chemins, il y en a une panoplie, presque autant de chemins différents qu'on va retrouver de tuiles. Évidemment, les tuiles sont secrètes. Je vais en choisir une que je vais venir placer de façon à ce que ma pierre progresse. Alors ici, ma pierre va aller au bout du chemin. Les autres joueurs font la même chose. À mon prochain tour, je repige une tuile de façon à en avoir tout le temps 3 parmi lesquelles choisir. Si j'y vais avec une tuile comme celle-ci, eh bien là, le chemin continue. Wouh! Pour me faire sortir directement, j'aurais perdu en 2 coups, ce qui est vraiment pas optimal comme scénario. Je vais donc trouver une tuile qui va me permettre de m'aligner vers le milieu du plateau. Évidemment, en 2 joueurs, je ne le recommande pas. Je fais juste vous le montrer pour vous donner un exemple rapide. Mais c'est un jeu dans lequel il va y avoir beaucoup de chaos dans le sens où tout le monde va venir placer des tuiles et à un certain moment, les tuiles vont interagir les unes avec les autres. Le blanc, de son côté,
lorsqu'il va jouer, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne peut pas jouer directement sur ma pierre à moi. Il doit jouer une tuile qui le fait avancer lui. Sauf que, en venant avancer sa tuile, il peut faire en sorte que la tuile qu'il a placée touche également à la mienne. Donc à ce moment-là, il me fait également progresser jusque-là. Mais ça aurait très bien pu être un chemin qui m'amène en dehors du plateau. Ou encore faire en sorte que notre pierre percute un autre adversaire. À ce moment-là, on est éliminé du jeu. Alors il va falloir stratégiquement venir placer nos chemins tout le temps en ayant le choix de 3 tuiles. Donc on peut quand même contrôler la portion hasard du jeu de façon à ce qu'on soit le dernier à survivre sur ce plateau un peu chaotique. Turo est un jeu de 2 à 8 joueurs âgés de 8 ans et plus, d'une durée d'environ 15 à 20 minutes. Turo, un autre de ces jeux que je qualifie de simple et efficace. Mais ça va être rigolo. On va vouloir sortir nos adversaires, les faire se percuter. Donc, il va y avoir beaucoup de « Hey, pourquoi tu me fais ça? » Vous avez remarqué, mes tuiles sont usées. Le plateau également. C'est un jeu qu'on sort hyper souvent au pub. C'est un jeu qui plaît à tout le monde. Je donne à Turo la note de 8 sur 10. Un beau petit jeu abstrait que je vous conseille de jouer en famille ou entre amis. Nous sommes déjà rendus à notre 4e jeu de ce top des jeux abstraits. J'aurais pas pu faire un top de jeux abstraits sans y aller avec le jeu Azul, qui est probablement le plus connu des jeux que j'ai mis sur la table. Un jeu développé par Plan B, une édition québécoise. Vraiment superbe jeu que l'on découvre ensemble. On retrouve des plateaux colorés que chaque joueur va avoir. Des tuiles en céramique que je vais vous montrer sous peu. Des tuiles qui vont nous servir d'usine à céramique. En fonction du nombre de joueurs qu'on est, il va y en avoir plus ou moins sur la table. Et puis, des petits cubes simplement pour venir indiquer à combien de points de victoire qu'on est. Ça fait le tour de la boîte. Alors, Azul, c'est un jeu dans lequel on va devoir essayer de cumuler le plus de points de victoire. Pour faire des points, ça va être à l'aide de ces magnifiques tuiles qui représentent, selon la thématique, des pièces de céramique. Mais on s'entend que, comme tous les jeux abstraits, la thématique ne colle pas tant que ça à la mécanique. Ça aurait pu être n'importe quoi, puis ça l'aurait bien fait. Mais pour aujourd'hui, c'est de la céramique. Alors, on y va, on adhère à ce concept et on va en mettre de façon aléatoire 4 par usine de céramique que j'ai sur la table. La façon de faire des points dans Azul, ça va être de venir s'accumuler des céramiques qu'on va retrouver soit dans le milieu de la table ou sur les différentes usines. Au premier tour, je vais avoir le choix parmi les usines d'aller chercher une couleur de céramique. Donc, s'il y en a seulement un de cette couleur-là sur une usine donnée, je prends la tuile en particulier. Mais s'il y a plusieurs céramiques de la même couleur, je peux prendre la totalité de celle-ci. Alors, je pourrais par exemple venir chercher les 2 céramiques bleues ici, le restant des tuiles s'en allant dans le milieu ici. Donc, ça va être une défausse commune dans laquelle on va pouvoir venir piocher par la suite. Mes céramiques bleues, j'ai le choix de venir les placer à l'endroit que je veux parmi la petite espèce de pyramide ici qui me dit que si je veux remplir la ligne là, ça va m'en prendre 5 de la même couleur. Ici 4, 3, 2, ici seulement une. Alors si j'avais décidé de placer mes 2 céramiques sur la ligne du haut, j'en perdrais une qui s'en vient me donner des points négatifs. Donc, ce ne serait vraiment pas une belle stratégie à ce stade-ci. Je pourrais donc le mettre ici, là où il y a 2 espaces à ce moment-là. J'aurais déjà complété ma ligne avec du bleu. Ou je peux me dire, hey, d'après ce qui reste en jeu, il reste d'autres bleus disponibles. Donc, je vais plutôt y aller vers la 3 ou la 4 en espérant aller chercher d'autres tuiles bleues éventuellement. Mon adversaire va faire la même chose. Il va aller chercher les 2 turquoises qu'il va venir mettre sur son plateau de jeu. Il y a donc de nouvelles tuiles qui se retrouvent à aller dans le milieu. De mon côté, je me dis, bon, ben moi, je mise sur les bleus. Donc, je viens chercher celle-ci. Je la rajoute à mes tuiles bleues existantes. Je peux décider, plutôt que d'aller sur une des usines de céramique, d'aller piocher dans le milieu. À ce moment-là, la première personne qui va le faire va également ramasser la tuile premier joueur, mais qui est également une tuile négative puisque je ne peux pas la placer sur aucune de mes lignes. Ça va donc se retrouver automatiquement dans mes points négatifs. Donc, je pourrais, par exemple, décider de venir chercher les 3 tuiles rouges ici, en plus de la tuile premier joueur. Mes 3 tuiles rouges, je viens les placer sur la ligne de 3 tuiles et ma tuile de premier joueur se retrouve à prendre la place ici qui me donne moins 1 point
à la fin de la manche. Plus que j'ai de tuiles d'accumuler, plus mon score négatif sera important. Une fois que toutes les céramiques ont été pigées, c'est là qu'on va venir voir si on fait des points. Pour chacune des lignes que j'ai réussi à compléter sur ma pyramide ici, je vais pouvoir prendre une des céramiques que je vais venir mettre dans la grille ici, donc dans des endroits prédéterminés. Ma rouge se retrouve sur la grille à l'emplacement rouge, donc je ne pourrai plus jusqu'à la fin de la partie venir mettre de céramique rouge sur la tuile du haut, donc sur un espace. Et puis, puisque je suis venu le mettre ici, je gagne un point de victoire car ma céramique pour l'instant touche à rien d'autre. Donc un point. Même chose ici, j'ai rempli ma grille. Alors, je prends mon noir ici que je viens placer à sa place, celle-ci est simplement défaussée et je fais un point puisqu'elle ne touche encore là à rien. Même principe, j'ai les trois, la ligne est pleine, je vais venir prendre la céramique rouge que je viens positionner à sa place et là on se rend compte que ma rouge touche à une céramique. Je vais donc faire 2 points de victoire. Et finalement, ma ligne bleue et ma ligne turquoise ne sont pas complètes. Je vais donc laisser les tuiles là. Je vais pouvoir rejouer dessus dans les prochaines manches. On comprend donc que le but va être de venir positionner les tuiles de façon à ce qu'on fasse des petites agglomérations de tuiles, c'est-à-dire que si je viens placer la jaune ici, bien là, ça ne me donnera pas un point de victoire, ça va m'en donner 3. Donc, j'aurais tout intérêt à venir placer des jaunes prochainement sur cette ligne-là, une fois que mes bleus vont avoir été mises. Et en plus de ça, si on suppose qu'à la prochaine manche, je termine les bleus, que je mets ici, ça me donne un point, et qu'ensuite de ça, je remplis mes jaunes qui, une fois pleines à la fin d'une manche, va venir ici, bien là, je vais faire encore plus de points, puisque là, je fais des points dans la colonne, 1, 2, 3, et des points dans la ligne également, puisque ça touche également sur la même ligne à une tuile. Donc, je viendrai faire 1, 2, 3, 4, 5 points, mais je vais m'en assurer dans les règles. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, oui, c'est bien ça. J'ai avancé un peu dans le temps. On est rendu vers la fin de la partie. C'est à mon adversaire de jouer. Il a le choix entre prendre les 3 bleus ou le jaune. Il va donc, voyant que je ramasse les jaunes et que j'ai pas de place pour mettre les bleus, il va stratégiquement venir prendre le jaune. À ce moment-là, à mon tour, je n'ai pas le choix que de prendre les bleus. On se rend compte que je ramassais pas ça du tout. Alors, ça se ramasse tout dans les points négatifs. Donc, ça me donne moins 2, plus moins 2, plus moins 1, plus moins 1. Je me trouve à moins 6 points. La dernière manche est finie. Pourquoi est-ce que je dis dernière manche? Parce que la partie va se terminer à partir du moment où un des joueurs a réussi à compléter une ligne. Alors, dans mon cas, la manche se termine. Ici, le jaune, je m'en viens le placer à sa place. Donc, je termine une ligne dans notre carré ici. C'était donc la dernière manche. Avant de regarder le score final, on va pouvoir aller se dénicher des bonus supplémentaires. Dans le coin ici, on se rend compte qu'on fait 2 points additionnels pour chaque ligne qu'on a réussi à compléter. Alors, dans ce cas-ci, j'ai une ligne, je viendrai faire 2 points. Je fais également 7 points pour chaque colonne que j'ai réussi à faire. Même principe, j'en ai seulement une, alors je me retrouve 7 points plus loin. Et finalement, si j'ai réussi à aller chercher toutes les tuiles d'une des couleurs, par exemple, je suis allé chercher les 5 tuiles bleues, à ce moment, je vais faire un 10 points de bonus qui va déterminer si je suis le gagnant ou non de cette partie. Azul est un jeu de 2 à 4 joueurs âgés de 8 ans et plus pour une durée de 30 à 45 minutes. Mon appréciation personnelle pour Azul, c'est vraiment un jeu abstrait qui a révolutionné le genre. C'est un jeu qui a réussi à amener quand même une petite thématique dessus. La qualité du matériel était vraiment au rendez-vous. Les gens ont apprécié. Ça l'a fait découvrir pour bien des gens là, des jeux qui disent « Ah, tu sais, moi, les jeux d'échecs, les trucs de même, je trippe un peu moins. » Mais avec ce jeu, ils jouent à des jeux abstraits sans même s'en rendre compte. Franchement, sympathique à essayer. Une chose le fun aussi, je vous ai montré la face A dans laquelle on n'a pas le choix de venir placer nos tuiles à l'endroit où c'est indiqué, mais sachez qu'il existe également une face B du plateau où c'est simplement gris. Alors vous allez placer vos tuiles à l'endroit de votre choix en ayant comme contrainte que sur une ligne ou sur une colonne donnée, on ne peut qu'avoir qu'une seule fois la même couleur. Ça va venir changer un peu les stratégies parce que c'est nous qui va venir décider comment se déploie notre grille pour essayer de l'optimiser encore plus que lorsque c'est obligatoire de les placer à tel ou tel endroit. On va avoir un plaisir fou à y jouer et c'est pour ça que je donne à Azul la note de 9 sur 10, autant pour la qualité de son matériel que de la mécanique qu'ils ont réussi à y implanter.
Êtes-vous prêt à continuer? Moi oui, et j'ai gardé le meilleur pour la fin à mon humble avis et j'ai nommé le jeu Ricochet Robot. Regardons ce qui se trouve dans cette boîte. Règles, évidemment, on met ça de côté avec notre couvercle. Pas besoin de règles quand Fred est là pour l'expliquer. On va retrouver un plateau de jeu. Le plateau, petit fait intéressant, il y a des couleurs d'indiquer sur les tuiles. On va simplement s'arranger pour avoir une tuile de chaque couleur. Puisqu'on a plus de plateaux qui sont recto-verso et on en a plus que nécessaire pour former notre plateau initial, ce qui rajoute une belle rejouabilité au jeu. On va avoir 4 robots qu'on va venir mettre de façon aléatoire, un robot par cadran. On retrouve des petites pastilles comme celle-ci qui vont nous donner nos objectifs qu'on va avoir en cours de partie et des petites tuiles qu'on va mettre en dessous de nos robots. On est déjà prêt à commencer. Parlez-moi de ça, un jeu simple à monter comme ceci. Ricochet Robot, un jeu qui a une particularité qui va jouer à autant de joueurs qu'on le désire. On peut être 40 personnes autour de la table et en autant que tu vois ce qui se passe sur la table, tu peux y jouer. C'est un jeu où tout va se passer dans la tête. Je m'explique. On va venir virer une pastille et sur cette pastille, il va nous indiquer notre objectif. Alors, on a le symbole d'une planète. La planète est rouge. Je vais donc devoir retrouver ce symbole sur la grille. Ça va donc m'indiquer que je vais devoir venir amener mon robot rouge vers mon objectif, qui est la planète ici, dans le moins de coups possible. Sachant qu'un coup, c'est lorsque je déplace un robot, je m'en vais en ligne droite jusqu'à ce que je frappe soit un mur ou un autre robot. Je peux également déplacer les autres robots pour un coup aussi. Lorsqu'on a notre objectif, on ne va pas immédiatement venir toucher les robots puis regarder là, OK, comment que je ferais pour me déplacer. On va plutôt dans notre tête dire, bon, moi, comment je suis capable d'amener lui là? C'est bien facile. Je suis capable de le faire en 4 coups. Alors là, j'ai été le plus rapide à dire 4. Je viens mettre le sablier et mes adversaires vont avoir le temps du sablier, soit environ 1 minute, pour venir dire « Ah ben moi, je suis capable de le faire en encore moins de coups que toi. » Le sablier se termine. Personne n'a trouvé un meilleur scénario que mes 4 coups. On me demande tout « Comment t'as fait pour l'avoir en 4 coups? » Moi, je l'avais en 16 coups. C'est incroyable que toi, tu l'aies en 4. C'est très simple. Premier coup, je déplace le robot jaune. Deuxième coup, j'envoie mon rouge jusqu'à ce qu'il frappe un mur, c'est-à-dire ici. Troisième coup, je l'envoie sur l'autre mur qui est ici. Et quatrième coup, à son objectif. J'ai donc remporté la pastille puisque c'est moi qui ai réussi à résoudre le casse-tête en le moins de coups possible. Vous comprenez donc que le gagnant de la partie sera celui qui va s'être accumulé le plus de jetons. Aussi simple que ça, mais vraiment très captivant comme jeu. Je vous conseille de l'essayer. Ricochet Robot, un jeu de 1 à infini joueurs, âgés de 10 ans et plus, d'une durée d'environ 30 minutes. En résumé, Ricochet Robot, un jeu pour les gens un peu plus cérébral. Tout se passe dans la tête à essayer de décortiquer, OK, comment est-ce que je peux optimiser mes déplacements, utiliser tel autre robot, déplacer lui ici. Dans l'exemple que je vous ai donné, c'était quand même assez simple avec des 4 coups et des 6 coups. Par contre, dans une vraie partie, ça va arriver des fois là, que le mieux que je vais trouver, ça va être, bon, ben je peux le faire en 16 coups. Donc vraiment, là, quand on est rendu à plus de 10 coups pour se rendre à notre objectif, ça vient user un peu là, les méninges et puis c'est ce que j'adore dans ce jeu. Également, le jeu a une rejouabilité infinie. On peut jouer très longtemps sur la carte de départ. On peut également venir remplacer certaines sections. Par exemple, ici, on se retrouverait avec des espèces de petits coins comme ceci dans lequel, supposons le coin rouge, ben, le joueur, le robot rouge peut passer à travers alors que les autres robots, eux, ça leur fait plutôt un mur dans lequel ils ricochent de 45 degrés. Alors, ça vient rajouter là, un aspect encore plus stratégique. C'est un jeu quand même assez simple à comprendre, mais très difficile à optimiser, surtout dans la rapidité de trouver les réponses. Franchement, c'est un jeu qui vaut la peine de s'y approfondir et d'essayer quelques manches et assez rapidement, là, on devient accro à ce genre de jeu. Et c'est pour ça que je lui donne une note de 9 sur 10. Une autre émission de Top Ludique tire à sa fin. J'espère que vous avez apprécié mon top 5 des jeux abstraits, que la prochaine fois que vous allez vouloir jouer aux échecs avec votre beau-frère, vous allez vous dire « attendons une minute, là, j'ai écouté quelque chose l'autre jour, puis ça titille un peu mon intérêt. J'aimerais ça qu'on essaye un nouveau jeu abstrait et puis qu'on voit qu'est-ce qui se fait d'autre dans le domaine. » C'est franchement toujours des plaisirs renouvelés de jouer à ces différents jeux. Je vous conseille d'en essayer plusieurs pour découvrir si c'est le style de jeu qui vous plaît ou non. De mon côté, je vous dis merci d'avoir été présent à cette émission une fois de plus et je vous dis à très bientôt pour un autre Top Ludique.